Monsieur Patrick Bertrand, bonjour. Vous êtes à la tête du comité, je vais vous laisser présenter puisqu'il est tout neuf, de gouvernance, dédié à la gouvernance au MEDEF. Voilà, le comité gouvernance des entreprises du MEDEF, et l'objectif que nous avons, c'est au-delà des figures imposées, puisqu'il y a des dispositions réglementaires qu'on doit adresser et sur lesquelles on doit contribuer, l'objectif c'est de faire en sorte que l'ensemble des entreprises considèrent que la gouvernance, c'est pas une somme de contraintes, mais c'est une opportunité de performance. Et évidemment, à l'intérieur de tout cela, il y a plein d'éléments, en particulier le principal, celui qui est le propos d'aujourd'hui. Et puis, je dirige un Family Office. Family Office, c'est un outil d'investissement et un véhicule d'investissement dans les entreprises, notamment les jeunes entreprises. Et c'est aussi un sujet qui concerne la parité, puisque vous savez qu'il y a un biais énorme qui est très largement soulevé dans le monde des startups aujourd'hui entre l'adéquation et la parité existant dans les fonds d'investissement et le volume de capitaux investis dans les entreprises qui sont dirigées par des femmes, dirigées et créées par des femmes. Tout à fait. Il y a une discussion sur de nouveaux quotas. C'est une discussion qui a été impulsée par Marlène Schiappa, secrétaire à l'égalité femmes-hommes, ainsi que Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Alors, au nom du MEDEF, je voudrais vous demander de rebondir sur ce qui a été dit et sur cette actualité. Plus de quotas, pas de quotas, quel est votre positionnement ? Alors je vais y répondre, même si la question est d'actualité très polémique, mais je vous trouve un peu pessimiste. Moi, je trouve qu'on a, notamment sur le ruissellement, on a créé une dynamique et couplé avec, alors c'est toujours l'histoire de la cause et de l'effet, mais couplé avec une tendance sociétale qui est extrêmement forte. Et même si des dirigeants ou dirigeantes d'entreprises n'étaient pas préoccupés par cette thématique, le risque réputationnel, la guerre des talents, et troisième élément, la corrélation que montrent toutes les études aujourd'hui. Il y en a il y a l'observatoire Kerma, il y a l'enquête de McKinsey qui a été faite, où toutes les études montrent que les entreprises qui ont en position de gouvernance, conseil d'administration et de management, un pourcentage de femmes cohérent avec ce que représente la population d'entreprise sont de 15, 20, 25% plus performantes que tous les indices de performance que l'on peut suivre traditionnellement. Donc il y a un air du temps qui est positif et qui évidemment va dans le bon sens. Après, pour répondre à ce que vous évoquez, c'est toujours un peu difficile parce que dans l'esprit d'ailleurs très français, le mot quota porte beaucoup de choses. Il porte évidemment la logique d'objectifs chiffrés, et puis dans la démarche française, il porte l'état d'esprit qui est qu'il faut que ce soit le gouvernement, une loi, le Parlement qui définissent les quotas. Et en réalité, la position que nous avons prise et qui a conduit d'ailleurs à la révision du code AFEP-MEDEF il n'y a pas très longtemps, donc avant même que toutes les lois se mettent en œuvre, parce que précisément les entreprises ont conscience qu'il faut aller de l'avant et accélérer sur ces processus-là. Finalement, ce que nous avons recommandé, c'est que les entreprises fixent leurs propres quotas. Puisque ce que nous recommandons, c'est que l'obligation qui devrait porter dans le futur sur les entreprises, c'est l'obligation devant l'Assemblée générale, dans le cadre du rapport annuel, de déterminer les objectifs chiffrés qu'elles ont en la matière. Deuxième élément, de préciser les moyens qu'elles vont mettre en œuvre. On y reviendra tout à l'heure parce qu'une chose est de déterminer des éléments chiffrés, mais encore faut-il créer les parcours qui permettent aux femmes d'arriver au poste de management et au comité. Et chaque année, d'expliquer en quoi ils sont dans l'entreprise et dans le bon timing par rapport aux objectifs et à la durée, c'est-à-dire à la périodicité qu'elle s'est donnée. Donc je crois que le vrai sujet il est là. Alors pourquoi on ne peut pas transposer, je suis pas un fan moi de la réglementation, je suis un fan de ce qu'on appelle la soft law, c'est-à-dire que je pense qu'il faut mettre dans la loi des cadres et puis laisser les acteurs agir et puis évidemment contrôler qu'ils agissent bien. Et pourquoi c'est plus compliqué que dans la logique conseil d'administration, puisque chacun sait comment fonctionne un conseil d'administration. Un administrateur peut être élu pour 3 ou 4 ans, donc il y a des renouvellements d'administrateurs et à ce moment-là, il y a des fenêtres de temps
qui se crée pour pouvoir équilibrer, soit en termes de compétences, soit en termes de compétences et de genre. Après, un deuxième élément, c'est que vous connaissez une loi qui définit le comité exécutif ou le comité de direction d'une entreprise. Selon les entreprises, c'est très différent. Vous avez le comité exécutif, vous avez le comité de direction, vous avez le comité de direction élargi. Donc, c'est compliqué de définir et de vouloir définir en amont une dynamique autour de ça, d'autant plus que dans les comités de direction et les comités exécutifs, vous avez quoi? Vous avez des salariés. Alors prenons un exemple, vous êtes dirigeante d'une entreprise, dirigeant d'une entreprise, vous avez votre comité exécutif, une dizaine de personnes, âge moyen 45 ans. La performance de l'entreprise est comme ça. Qu'est-ce que vous faites le jour où le fameux quota qui aurait été décidé par la loi, vous licenciez quelqu'un? Ou plus subtil, plus vicieux, etc., vous détourez le comité exécutif, puis vous l'élargissez, ce qui va créer tout ce que l'on peut connaître par ailleurs. C'est vous élargissez, donc vous avez rempli la case formelle, et puis derrière vous faites un shadow comex, et puis vous décidez. Il faut pas rentrer surtout pas rentrer dans ce type de logique. Et puis vous avez un troisième élément majeur, qui d'ailleurs il y avait un article dans le journal du dimanche hier, une tribune là-dessus, qui le mettait bien en évidence, c'est que vous avez aussi, là on est dans le temps court, on peut faire plein de choses, mais vous avez aussi le temps long. Le temps long, c'est quoi? Vous avez une dizaine de secteurs d'activité où il y a à peine 20% de jeunes filles qui suivent ces cursus. Donc, et en même temps, vous avez effectivement dans beaucoup d'entreprises une décorrélation entre le nombre de femmes qui travaillent dans ces entreprises et le nombre de femmes qui sont au COMEX. C'est-à-dire que c'est pratiquement moitié-moins. C'est en gros, quand vous avez une entreprise qui a 40% ou 50% de femmes, il y a à peine 15 à 20% de femmes au COMEX. Donc il y a un sujet sectoriel aussi, et il faut travailler sur ce temps long. Et s'il y avait une loi pour essayer d'accélérer, et nous sommes favorables à faire en sorte qu'on accélère les dispositifs réglementaires dans ces domaines-là, il faut aussi intégrer le sourcing. Le sourcing, c'est quoi? C'est la formation. Et on voit bien là aussi qu'il y a du travail que l'on peut faire, puisque je reprends l'exemple de mon amie Sophie Vigier, qui a été nommée directrice générale de l'école 42. Bon, secteur numérique, c'est un secteur évidemment que je connais très bien. Eh bien, on voit qu'en impulsant la présence de femmes, on augmente le nombre de femmes. Je crois qu'elle est passée de 12 à 13% à 22 ou 23% de femmes jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, parce qu'elles s'occupent aussi de reconversion, qui vont dans cette filière. Donc, pour résumer, oui au quota décidé par les entreprises. Donc, obligation, et c'est les engagements que nous avons pris, donc le code AFEP-MEDEF est révisé, le HCGE, qui est remarquablement présidé par Patricia Barbizet, a pour vocation de vérifier sa bonne application, et donc engagement pris par les entreprises de se fixer un objectif, d'expliquer pourquoi. Pourquoi tu as 40% de femmes dans ton entreprise, tu te fixes un objectif de 15 ou 20%, ou tu es dans un secteur où il y a 30 ou 35% de jeunes filles qui suivent les études. Donc expliquer cet objectif, expliquer les moyens comme j'évoquais tout à l'heure, et rendre compte à l'Assemblée Générale chaque année et au Conseil d'administration de ce qui a été réalisé. Et sur ce plan-là, juste pour terminer, parce que vous parliez de théorie de ruissellement, il y a aussi une chose qui m'étonne un peu. C'est en ce sens que il faut qu'on travaille tous ensemble. Parliez de la théorie du ruissellement. Il y a aussi un élément du ruissellement, alors qu'on appelle corrélation. Il y a un certain nombre d'études sur les indices de corrélation entre le nombre de femmes dans les comités exécutifs et comités de direction, et aujourd'hui le fait que la plupart des entreprises ont moins de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Et on s'aperçoit qu'il y a une décorrélation, c'est-à-dire que en tout cas jusqu'au moment où on pouvait ne pas être à 40%, il n'y avait pas forcément une corrélation entre le nombre de femmes en conseil d'administration et le nombre de femmes dans le processus comité exécutif. Et de ce point de vue-là, dans les mesures que devraient prendre les entreprises, je pense qu'il faut qu'on renforce le rôle du comité rémunération-nomination, et que ce comité nomination-rémunération ne s'intéresse pas uniquement on a des candidatures ou des postes à pourvoir, et donc se préoccuper du profil des gens, mais s'intéresse aussi aux parcours qui sont mis en œuvre à l'intérieur de l'entreprise pour permettre aux femmes d'accéder à cette logique du comité exécutif. Parce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui se décrète. Et quand vous dirigez une entreprise, vous voulez quoi? Vous voulez les meilleurs.
Bon, et vous voulez les meilleurs, donc pour ça, vous vous assurez des cursus. Et on voit bien que c'est biaisé. On le voit aussi, pardonnez-moi d'être long, mais c'est un combat qui nous passionne et un sujet qui nous passionne. On voit bien que c'est biaisé aussi dans les processus de recrutement. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé chez Amazon en 2018, où Amazon a dû arrêter d'utiliser son logiciel de recrutement parce qu'il avait été écrit par des hommes sur des bases de données historiques de 10 ou 15 ans qui évidemment privilégient le recrutement des hommes, et on croit que c'est l'intelligence artificielle, mais c'est n'importe quoi. L'intelligence artificielle, c'est juste des algorithmes qui ont été créés par des gens et qui travaillent sur des bases de données avec des mécanismes apprenants. Donc le diable est dans les détails et il est partout. Et donc il faut qu'on travaille aussi sur tous ces biais de recrutement, et notamment le comité nomination-rémunération. Il a à se préoccuper des parcours, je l'ai évoqué, mais de la façon dont sont rédigées les descriptions de postes. Et il y a plein de travail à faire là-dessus. Si on ne lui impose pas, pourquoi le ferait-il ? Mais on peut imposer, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire imposer oui, mais imposer que tu prennes des mesures dans ce sens-là, et quota étant égal à chiffre, de donner et laisser la liberté, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, aux entreprises de dire moi, mon bon chiffre, mon bon objectif, c'est celui-là. Et puis après, tu vas te retrouver devant le risque réputationnel, y compris le risque d'investissement, puisqu'aujourd'hui les fonds d'investissement se préoccupent du climat, on l'a évoqué pour des raisons qui sont assez directement liés à leurs intérêts financiers, mais aussi de performance et donc de nombre de femmes dans les COMEX. Et donc c'est de faire en sorte qu'il y ait une pression, et je crois beaucoup à ça, la pression réputationnelle. Il y a une étude très récente qui est sortie aux États-Unis qui montrait que dans un certain nombre de domaines, notamment la parité, la pression extérieure aujourd'hui, autour du risque réputationnel, avait un impact dans l'action des dirigeants et dirigeants d'entreprise plus fort que le simple... Donc il faut trouver cet équilibre, et c'est ce que nous avons proposé, sachant qu'on n'est pas ce dans qui est cette maintenant même inscrit dans le culture marbre. d'une, entre guillemets, dénonciation médiatique. Les mauvais élèves sont beaucoup moins dénoncés, si je puis dire, en France qu'aux États-Unis. Ah oui, alors après, il peut y avoir un décalage, mais la montée en puissance, elle est quand même très forte. Je veux dire, si vous obligez les entreprises à dire les objectifs qu'elles ont, ce qu'elles font, et chaque année expliquer où elles en sont, là, il y aura une matière, une prise d'angle sur le risque réputationnel. C'est dire, attends, tu es très largement critiquable, et avec le risque qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est qu'on se financera de moins en moins bien si on ne respecte pas ces orientations. Oui, Une minute. Deux choses. D'abord, en 2011, je dirais que le code AFEP-MEDEF a été changé parce que la menace de la loi était là. Bon, donc tant mieux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dès 2011, on avait abordé le sujet, et à l'époque, Xavier Darcos, qui était un très court laps de temps, à un moment, à une des lectures de l'Assemblée, avait voulu introduire les CODIR et les COMEX. J'avais refusé. Pourquoi ? Parce que je pense que d'abord, nous n'étions pas dans l'ère du temps, comme vous le dites si bien. Il ne faut jamais oublier que c'est il y a 10 ans, pas 9 ans. Donc il y a 10 ans, imaginez-vous d'imposer les CODIR et les COMEX. Et deuxièmement, pourquoi j'ai refusé ? Parce que n'arriveront au CODIR et au COMEX, que si les entreprises respectent la loi sur l'index. C'est tout. Parce que ça vaut pas la peine d'imposer. Alors, moi, aujourd'hui, vous m'avez posé la question, mais je pense qu'il faut être très réservé là-dessus. Mais ce qui me rassure, c'est qu'une nouvelle fois, le code AFEP-MEDEF change parce qu'il y a la pression de la loi. Mais pourquoi vous pensez que les dirigeants d'entreprise réagiraient uniquement par la pression de la loi ? Alors, non, mais en 2009, c'était ça. Hein. Mais je crois qu'il y a des vraies convictions. Je voudrais juste... qui ont changé. Vous avez une minute, Madame Zimmermann l'a évoqué tout à l'heure. Par contre, il y a juste un truc sur lequel nous attirons l'attention de tout le monde sur cette thématique. On parle d'entreprise. Puis entreprise et encore entreprise. Vous connaissez la France. La France, c'est à peu près 20% de la population active. C'est une population qui relève du secteur public au sens large.
On parle de quotas pour les directions d'administration centrale. Vous savez combien il y a de directrices de cabinet? Vous savez combien il y a de directrices de cabinet, de cabinet ministériel, direction d'administration centrale, chef d'orchestre, directeur de théâtre, Non, mais bien sûr, mais organisation ce débat syndicale. dépasse de loin Organisation l'entreprise. syndicale. Voilà. Non, mais je crois que là aussi, il y a un sujet, et on est tous dirigeants d'entreprise, on a un sujet à la fois en tant que citoyen, mais à la fois en tant que dirigeant, c'est qu'il y a un art quand même consommé en France de mettre en place des réglementations qui ne concernent pas les employeurs, puisque justement, les employeurs, le secteur public est un très gros employeur, mais qui concerne les entreprises. Il y a un petit bug de fonctionnement sur lequel il faut qu'on travaille aussi. De fait, ça ne peut pas être un frein. C'est la loi de 2012 qui n'a pas été respectée, qui n'est toujours pas respectée. Et c'est là-dessus, je veux dire, c'est mon combat actuel. Parce que... Bien, nous allons le partager alors. Sans problème. On va sortir de... Justement, c'est très bien que vous finissiez sur cette note. Ceux qui donnent du travail. C'est ça. Est-ce qu'on traite des entreprises ou est-ce qu'on traite des employeurs? Et en fait, visiblement, sujet, on est en train de traiter de tout le monde. Voilà, c'est-à-dire que vous parliez de formation. Je pense qu'on parle d'un sujet, je pense que c'est un fait, qui touche tous les âges de la vie.